Bonjour à tous. Je suis le Dr Abjabranou, chirurgien plastique et reconstructeur au Collège médical de l'hôpital Saint-Paul à Addis Abeba, en Éthiopie. Je remercie les organisateurs pour cette opportunité de participer à ce séminaire prestigieux. Je n'ai aucun intérêt financier ni conflit d'intérêt concernant les documents de cet exposé, et je souhaite continuer avec la présentation. Ainsi, ma présentation inclut l'introduction, l'algorithme, l'évaluation du patient, l'évaluation des défauts et les options de reconstruction. Enfin, nous aborderons quelques points sur la réoptique. Pour commencer, je dirais que la reconstruction idéale des défauts des membres inférieurs devrait remplacer un élément par un autre identique, comme pour les autres parties du corps. Il faut essayer de remplacer la vie par la vie. Autant que possible, il faut minimiser la morbidité du site donneur. En fin de compte, il est essentiel que nous nous efforcions d'atteindre le meilleur résultat possible, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Le but de la reconstruction des tissus mous des membres inférieurs doit viser à obtenir une cicatrisation stable, tout en permettant à nos patients de retrouver une activité ou une vie quotidienne très efficace. Par conséquent, l'importance de la reconstruction des membres inférieurs se résume ainsi. Restaurer la fonction et l'esthétique, c'est-à-dire restaurer la fonction et la forme du membre affecté, tout en prévenant l'infection et les complications éventuelles, pour améliorer la qualité de vie. En prenant cela en considération, notre reconstruction ou la reconstruction des tissus mous du membre inférieur doit être très attentive à ces objectifs importants et aux attentes du test final. Les défis de la reconstruction des membres inférieurs émanent donc de l'anatomie et de la biomécanique complexe des membres inférieurs eux-mêmes. C'est donc le premier et un défi important. Un chirurgien opérant est confronté lorsqu'il s'agit de la reconstruction des tissus mous du membre inférieur. L'anatomie et la biomécanique complexe doivent donc être présentes à l'esprit chaque fois que nous prévoyons de reconstruire les tissus mous des membres inférieurs et la variété des défauts, des étiologies ou des origines des défauts. Comme nous le savons tous, le défaut du membre inférieur ou du membre inférieur, je veux dire le défaut des tissus mous inférieurs, peut résulter d'un traumatisme ou d'une infection ou encore de l'excision d'une tumeur sur le site. Dans notre institut, l'autre cause fréquente de déficience des tissus mous des membres inférieurs est la brûlure ou l'accident de brûlure. Il peut donc s'agir d'étiologie ou de causes d'anomalies des membres inférieurs. Nous devons également prendre en considération la présence de facteurs spécifiques au patient, en particulier l'âge du patient, la présence de comorbidité, et la capacité ou la situation financière du patient, et aussi leur activité, ou s'ils sont engagés dans des activités sportives, ou s'ils sont des travailleurs journaliers. Ces facteurs doivent également être pris en considération et font partie du défi auquel nous sommes confrontés en tant que chirurgiens lorsqu'il s'agit de reconstruire les tissus mous des membres inférieurs. Il s'agit donc d'une vue d'ensemble de l'algorithme. Il s'agit d'une forme d'organigramme. Je pense que je l'ai tiré de un article publié dans le PRS Go. Les auteurs sont d'eux. Et ils essayent de mettre l'organigramme pour illustrer l'arbre de décision pour les étapes clés de l'algorithme. Ainsi, pour les lésions des membres inférieurs, nous devrions commencer par évaluer l'étiologie, comme nous avons essayé de le voir dans la diapositive précédente. Ensuite, nous pouvons les classer en tant que défectuosité simple ou complexe. Un défaut simple est un défaut où il n'y a pas d'os exposé, de tendons exposés, de structures neurovasculaires exposées et de zones de port de poids exposées. Cependant, s'il n'y a pas de zone portante, on peut dire qu'il s'agit d'un défaut simple. Pour comprendre cela, il est essentiel de bien évaluer chaque aspect de la lésion afin de déterminer la classification correcte. Pour couvrir un défaut simple, on peut envisager une greffe de peau d'épaisseur variable ou utiliser un substitut dermique simple. Il est aussi possible de laisser la cicatrisation se faire naturellement par intention secondaire ou une fermeture primaire simple peut suffire dans le cas d'un défaut simple. Cependant,
si le défaut est complexe. Nous le considérons complexe lorsqu'il y a exposition d'os, de tendons, de structures neurovasculaires ou si la zone de port de poids ou la plaie dans cette zone est exposée. Nous avons la possibilité d'utiliser diverses options, telles qu'un lambeau local ou un lambeau libre. Il y a des tendances actuelles que nous aborderons plus en détail par la suite. Donc l'algorithme. Nous allons continuer avec l'algorithme. La branche principale de cet algorithme pourrait inclure l'évaluation du patient, qui est la première chose à faire et reste la plus importante. Lors de l'évaluation des patients, nous devons essayer d'examiner attentivement leurs antécédents médicaux, la présence de comorbidités, ainsi que leurs objectifs fonctionnels. Tout en tenant compte de leur activité quotidienne, qu'ils font du sport, qu'ils sont sportifs, qu'ils sont travailleurs journaliers, quelle que soit la fonction qu'ils mènent, prévoit d'atteindre à la suite de la reconstruction. La deuxième chose à faire est d'évaluer le défaut. Le défaut doit être évalué en termes de taille, de localisation, de profondeur, et le niveau de contamination doit également être pris en compte lors de l'évaluation du défaut. L'autre étape consiste à examiner les options de reconstruction, c'est-à-dire l'autre branche de l'algorithme. Les options de reconstruction peuvent inclure des lambeaux locaux, régionaux, libres ou des greffes de peau. La liste comprend la greffe de peau, le lambeau local, régional et libre. Un autre élément à inclure dans l'algorithme est la gestion post-opératoire, comme les soins de la plaie, le suivi de la reconstruction et la réadaptation. Lors de la réévaluation du patient, ses antécédents médicaux doivent être évalués en profondeur, y compris la présence de... Les comorbidités incluent la présence de diabète, de maladies vasculaires, ainsi que des antécédents de tabagisme. En plus de cela, il est crucial de prendre en compte les comorbidités. En effet, d'autres comorbidités doivent être activement évaluées, car elles peuvent influencer la cicatrisation de notre lambeau et compromettre le succès de notre construction. Les objectifs fonctionnels revêtent aussi une grande importance. Ces objectifs peuvent se manifester par une simple capacité de déambulation ou par l'engagement dans une activité sportive. Par ailleurs, l'aspect esthétique de notre reconstruction joue un rôle essentiel et doit être pris en considération lorsqu'il est question de notre projet global. Lors de l'évaluation du patient sur ce point particulier, vous devez également essayer d'évaluer la motivation générale. Je veux dire, du patient, car c'est également elle qui dictera notre succès à la fin. Notre patient doit être motivé et il doit avoir une attente très réaliste de la reconstruction globale. Et nous devons essayer de l'amener à ce point particulier. Il doit avoir des attentes réalistes quant aux résultats de sa reconstruction. Revenons donc à l'évaluation du défaut. La taille et l'emplacement sont très importants, car la taille permet de déterminer le type de reconstruction possible. Elles sont donc cruciales pour la sélection des lambeaux. Et la dévesse détermine la nécessité d'une couverture osseuse et tendineuse, comme nous l'avons vu dans la diapositive précédente. Le niveau de contamination doit également être pris en compte lors de la sélection des différents types de remplissage. Cela peut donc aussi avoir un impact sur le moment choisi pour la reconstruction et sur le type de reconstruction que nous envisageons. Par exemple, si la plaie est fortement contaminée, il pourrait être judicieux de donner une chance au processus de traitement de la plaie avant de penser à une reconstruction. Un autre facteur important est donc la présence. Il est crucial de souligner l'importance de l'imagerie et de l'étude vasculaire, car cela nous permet d'examiner toutes les options disponibles. Pour les options, à envisager comme vaisseau receveur, notamment lorsque nous pensons à effectuer un lambeau libre ou pour évaluer la vascularisation globale du membre affecté, il est essentiel d'avoir une vision claire et précise. L'évaluation se fait par imagerie, notamment par échographie, échographie Doppler, ou amphi sous forme de tomodensitométrie, l'angiographie ou d'autres études vasculaires aident à évaluer la vascularité globale du membre affecté et la présence de PAC, lésions vasculaires significatives ou la disponibilité de vaisseaux receveurs. Pour examiner chaque option reconstructrice, nous commençons par les greffes de peau. Comme vous le voyez, la greffe de peau est une option pour la reconstruction du bord inférieur et l'une des plus simples. Il s'agit d'une option facile à mettre en œuvre et très accessible.
par de nos patients. Et les compétences en matière de greffe de peau sont assez facilement réalisables et n'ont pas, je veux dire, une courbe d'apprentissage très raide. Et elles peuvent être utilisées pour couvrir la plupart des défauts des tissus mous des membres inférieurs. L'avantage, c'est qu'elle cicatrise très bien, qu'elle a un risque d'échec plus faible et qu'elle a une très bonne courbe d'apprentissage pour les nouveaux ou les jeunes chirurgiens, ainsi que pour les résidents. L'inconvénient, c'est qu'il ne peut pas être appliqué dans les zones où il y a des os exposés ou des tendons ou encore des zones exposées à des structures critiques. Par conséquent, son utilisation sera limitée dans des scénarios où il y a, je veux dire, des structures critiques exposées. L'autre option est donc le lambeau local ou bien les lambeaux locaux et régionaux. Les exemples incluent les lambeaux fasciocutanés, les lambeaux musculaires, ainsi que les lambeaux régionaux. Remarque, c'est que cela nous offre la possibilité de remplacer ce qui est identique par quelque chose d'identique. Notre objectif principal est de remplacer le même par un autre. Cependant, l'inconvénient est qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de tissu mou dans la zone environnante de la région touchée ou de la zone affectée, je veux dire la zone touchée, pour réaliser un lambeau local. Mais lorsqu'ils seront disponibles, ils nous donneront la possibilité de remplacer le semblable par le même. Il y a plusieurs exemples que l'on peut citer. Sur cette photo, nous voyons un lambeau sural inversé utilisé pour couvrir le dos du pied. C'est donc C. Je veux dire que la couleur et la texture de la peau ressemblent à celle du dos du pied. Mais sur cette image, on voit qu'un désépaississement est nécessaire après 3 à 6 mois. Cela assurera une bonne correspondance de couleur avec l'autre partie du dos du pied. Ainsi, toujours prendre ce document, qui est une base de lambeaux locaux pour la reconstruction des membres inférieurs. On voit diverses options sous forme de lambeaux locaux et régionaux, et que ces lambeaux peuvent être utilisés pour la reconstruction des membres inférieurs. Il s'agit de lambeaux d'hélice. Lorsqu'il y a une ligature, il y a donc plusieurs options différentes. Si le défaut est petit ou moyen, nous pouvons utiliser un lambeau de clé de voûte ou bien un lambeau d'hélice. En revanche, si le défaut est important, le lambeau libre peut être une option envisageable. Cependant, notre défi particulier concerne le tiers inférieur ou l'extrémité inférieure, c'est-à-dire la partie inférieure qui se trouve sous le genou. Pour cette zone spécifique, il existe différentes options, telles que le lambeau de Solas, le lambeau gastronomique et aussi le lambeau d'hélice. Dans d'autres options disponibles, il existe un certain nombre de perforateurs, et ces perforateurs peuvent être utilisés sous la forme d'un lambeau d'hélice. Vous pouvez donc observer sur cette image qu'il y a diverses options locales et régionales qui peuvent être employées pour couvrir le membre inférieur et qui peuvent également être utilisées pour la reconstruction du membre inférieur. En cas de ligature, nous avons donc la possibilité d'utiliser un lambeau d'hélice sous forme de lambeau de perforateur ou bien d'un lambeau de clé de voûte, toujours sous forme de lambeau perforant. Pour le genou, on peut choisir un lambeau hélicoïdal ou un lambeau gastronomique. Pour la jambe moyenne, un lambeau hélicoïdal ou un lambeau de Solas, soit vascularisé, soit pédiculé. Pour la jambe inférieure, un lambeau libre est possible. Et pour les deux, un lambeau sural inversé est utilisable. Comme vu dans l'exemple précédent. Comme mentionné précédemment, le lambeau libre présente donc un avantage. Ça nous donne la possibilité de choisir pour couvrir un défaut dans la partie inférieure de la jambe, avec des options qui peuvent provenir de la partie proximale de la jambe sous la forme d'un lambeau LT ou de la partie proche de la poitrine sous la forme d'un lambeau laineux, de la poitrine sous la forme d'un lambeau de latissimus dorsif. Dans ce cas particulier, il s'agit d'un homme de 27 ans qui a été victime d'un accident de la route et qui s'est retrouvé avec le dos du pied exposé. Pour ce patient, nous avons donc pris un latissimus dorsif lab et nous l'avons utilisé comme lambeau libre et utilisé l'anastomose en utilisant les vaisseaux artériels tibio-postérieurs sous la forme de
endotocytes pour l'artère et dans l'extrémité pour la veine. Voici l'image finale où une partie du lambeau, le lambeau libre, a également été recouverte d'une greffe de peau. Et à la fin, le patient a pu marcher dessus en utilisant un support, en utilisant un crochet. Ainsi, lorsque vous envisagez la rééducation, vous devez prendre en compte le soin de la plaie, car la zone où l'on réalise une construction de tissu mou doit être correctement irriguée. Il faut également prendre en compte la cicatrisation du vent et la gestion de la douleur. Car si nous ne prenons pas en charge le patient, je veux dire, si nous n'essayons pas de le soulager de la douleur, si nous ne le soulageons pas de la douleur, il y aura un effet négatif significatif sur la construction de nos tissus mous, parce qu'il n'y aura pas, je veux dire, le patient n'aura pas une physiologie appropriée qui aidera à une bonne cicatrisation de la plaie. Le contrôle de l'ADMR doit également être pris en considération. Nous devons élever l'AFM dans le membre reconstruit et utiliser différentes manœuvres pour réduire l'œdème, car lorsqu'il y a de l'œdème, il y aura une inflexion et notre reconstruction pourrait être compromise ou géopolitique. Une mobilisation précoce est possible, mais elle doit être individualisée. Si vous utilisez un lambeau libre pour la reconstruction, la mobilité doit être innate en fonction du swing. Note. Je veux dire reconstruction spécifique que nous fait. Pour un lambeau local, nous pouvons autoriser une mobilisation plus rapide, mais pour un lambeau libre, surtout, au niveau du dos du pied. La mobilisation peut être retardée jusqu'à 3 semaines ou plus, et les exercices d'amplitude de mouvement et de force musculaire sont aussi essentiels à la rééducation. Notre objectif principal est de permettre aux patients de vivre efficacement au quotidien. Ainsi, désolé, pas comme référence, mais en résumé, les reconstructions idéales des défauts des membres inférieurs devraient être comme suit. Remplacer un élément identique par un autre identique, avec une morbidité minimale pour le donneur et obtenir le meilleur résultat esthétique et fonctionnel possible. Notre objectif est d'assurer une cicatrisation stable et de reprendre la vie quotidienne efficacement. Désolé, ce n'est pas une référence, c'est un résumé. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Je compte répondre à vos questions. Merci de votre attention.